Bien, mes amis, traductore, traditore. Alors, nous avons le plaisir donc d'écouter une première intervention de Guillermo, je fais plus court, qui est professeur à Houston et qui fait partie des associations qui ont organisé cette belle initiative. Je vous propose la démarche suivante, étant donné qu'on a 3 interventions, de les faire se succéder avec un temps limité de réponses et de questions puis de réponses, car si vous voyez le programme, nous pouvons nous débrouiller pour, aux alentours de 15h15, terminer, nous reposer, ce qui vous permettra d'abord de prendre une pause et ensuite de rejoindre à Groussier la suite du programme de ce colloque, si vous l'avez sous les yeux. Merci. Y a-t-il des questions préalables? Comme disait M. Rich, are you comfortable? Do you have water, gin, Pepsi Cola? It's okay for you? Merci, Guillermo. Merci beaucoup, Monsieur Coutel. Charles, sinon rien. Oh, Charles. Good afternoon. Bonjour à vous tous, merci beaucoup. Je m'excuse, je ne parle pas français, donc je vais parler en anglais. Bonjour à vous tous. Donc, le titre de ma présentation est la suivante: le genre, nationalisme et fraternité. Considération sur les polémiques nationales et de genre dans les ordres fraternels. Et c'est une réponse au travail que j'ai fait sur le genre et la franc-maçonnerie. Mais je m'intéresse également à comment ce début de proposition que je vais présenter aujourd'hui concernant les autres ordres fraternels et comment le nationalisme et les discours nationalistes ne promeuvent pas l'inclusivité du genre au fil du temps. Les ordres fraternels ont joué un rôle essentiel dans le façonnement des sociétés et des paysages politiques à travers le monde. Souvent entourées de traditions et de secrets, ces organisations ont toujours été exclusives et dominées par les hommes. Les thèmes du genre, du nationalisme et de la fraternité s'entrecroisent au sein de ces ordres, entraînant d'importantes polémiques et transformations. Cette présentation explorera brièvement les questions historiques et contemporaines liées au genre et au nationalisme dans les ordres fraternels, en examinant comment ces éléments interagissent et façonnent les identités et les fonctions de ces organisations. Mon objectif aujourd'hui est donc de ne pas parler de qui a été la première femme franc-maçon, et quel corps maçonnique a entré la première femme. Je vais certainement parler de quelques faits historiques, mais le but de cet essai est de réfléchir à pourquoi il y a eu cet impact vis-à-vis de l'inclusion du genre. Je vais explorer les études sur le nationalisme et le genre et analyser les processus par lesquels le genre affecte et est affecté par le développement du nationalisme dans le contexte des ordres fraternels tels que la franc-maçonnerie, entre autres. Parfois appelé du nationalisme genré. Le genre et le nationalisme décrivent les phénomènes par lesquels les conceptions de l'État ou de la nation, y compris les notions de citoyenneté, de souveraineté ou d'identité nationale, contribuent ou proviennent des rôles des hommes et des femmes. En raison de leur histoire, les ordres fraternels tels que les francs-maçons sont très présents dans plusieurs régions du monde. Au fil du temps, les ordres fraternels ont étendu leur influence, jouant des rôles cruciaux dans les mouvements politiques et dans les changements sociétaux. Par exemple, la franc-maçonnerie s'est répandue en Europe et en Amérique, a influencé la formation des États-nations et des idéaux démocratiques. Traditionnellement, les ordres fraternels excluaient les femmes, mais ceci renforçait ainsi les structures patriarcales au sein de ces organisations. Cette exclusion a limité la participation des femmes et a façonné la culture
interne des ordres ainsi que les perceptions externes. Les efforts visant à inclure les femmes se sont heurtés à une certaine résistance, ce qui a donné lieu à d'importantes controverses. Par exemple, l'inclusion des femmes dans les loges maçonniques a été une question controversée, puisque certaines loges acceptaient des membres féminins, tandis que d'autres restaient strictement masculines. Donc, un exemple, j'ai effectué un travail de recherche et je faisais un tour de Washington avec des francs-maçons. Et ça, c'était en 2010. Et on m'a dit à ce moment-là que l'inclusion des femmes mènera à la destruction de la franc-maçonnerie. Cela met en lumière la lutte permanente pour l'égalité des sexes au sein des ordres fraternels. Comme l'ont affirmé Cotteriel et moi-même, nous avons parlé de ce thème. Une section des constitutions intitulée « Charge d'un franc-maçon » et respecter les règles de base de l'ordre. Les 6 points essentiels devaient être, et je cite, devaient être lus lors de la formation des nouveaux frères ou lorsque le maître l'ordonnerait. Parmi ces règles, des instructions expresses sur les personnes à admettre dans la société naissante. Et je cite, une fois de plus, les personnes admises comme membres de la loge doivent être de bons et de vrais hommes, nés libres, d'un âge mûr et discret, pas de serviteurs, pas de femmes, pas d'hommes immoraux ou scandaleux, mais des hommes de bonne réputation. Fin de citation. Et cela provient des constitutions Anderson. Pour la société anglaise du XVIIIe siècle, ces règlements n'ont rien de scandaleux. Un rôle actif dans la société était quelque chose réservé à quelques individus seulement. Outre son aspect légèrement latitudinaire, les constitutions n'ont pas franchi la Manche avec succès. L'héritage de ce livre et son potentiel en tant que règle de base de la franc-maçonnerie n'ont commencé à être explorés en Europe continentale qu'au siècle suivant. L'inefficacité sur le sang européen des règles qui régissaient la franc-maçonnerie anglaise révèle une pratique différente. Aux Pays-Bas et en France, certaines loges comportaient des femmes parmi leurs membres et au milieu du XVIIIe siècle, une variante du rituel maçonnique a été mise en place pour les loges d'adoption, ou le rite d'adoption. Dans l'orthodoxie maçonnique, les loges d'adoption sont considérées comme un corps annexe, mais pas comme la franc-maçonnerie. Dans l'orthodoxie maçonnique, les loges d'adoption sont considérées comme un corps annexe. Cependant, si on se tient à des définitions éthiques, l'ordre peut être compris comme une pratique sociale au sein de laquelle le rite d'adoption est l'une de ses nombreuses liturgies. Bien que la franc-maçonnerie pratiquée dans les îles de Grande-Bretagne et d'Irlande ait conservé son caractère de club de sociabilité masculine, ses homologues européens ont adopté une approche plus ésotérique et plus libérale. Par exemple, au XIXe siècle, plusieurs grandes loges ont supprimé la nécessité de croire en un être suprême. Des femmes ont été entrées dans certaines loges masculines qui ont compris que la discrimination allait à l'encontre des idées maçonniques. D'autres rites maçonniques éphémères ont accepté les femmes comme membres à part entière, et c'était le cas du rite égyptien fondé par le tristement célèbre comte de Cagliostro à Bordeaux dans les années 1780 et de son dérivé, le rite de Memphis-Misraïm, qui a fini par dépasser son original en nombre de membres et en popularité. À la même époque, aux États-Unis, des ordres annexes ont été créés pour accueillir les proches des maçons, c'est-à-dire des épouses, des sœurs, des filles, etc. Ces ordres mêlaient la franc-maçonnerie à l'évangélisme prépondérant dans cette jeune nation.
l'ordre du départ oriental, l'ordre de la Marante, le sanctuaire oriental des Dames d'Amérique du Nord, l'ordre du sanctuaire blanc de Jérusalem. Tous ces ordres avaient et ont leurs propres rites et rituels, en plus d'offrir aux familles des francs-maçons un lieu de rencontre. Cette séparation entre la franc-maçonnerie masculine à l'origine exclusive et la co-maçonnerie mixte encadrée s'est enrichie d'une nouvelle couche de séparation. La franc-maçonnerie Prince Hall. La franc-maçonnerie exclusive aux Afro-Américains a également ses ordres féminins, ou les ordres d'adoption, c'est-à-dire les héroïnes des Jéricho et l'ordre des sirènes. Au cours du XVIIIe siècle, les loges maçonniques ont présenté un caractère nettement révolutionnaire qui s'est manifesté par la pratique de la tolérance religieuse, l'acceptation des femmes au sein de la franc-maçonnerie et la promotion d'une idiosyncrasie libérale, comme l'ont montré plusieurs historiens tels que Margaret Jacob, qui était présente ce matin. Donc l'attitude révolutionnaire et libérale des loges maçonniques s'est heurtée de plein fouet à l'intolérance des régimes absolutistes et monarchiques. L'intégration des femmes dans la franc-maçonnerie a créé un conflit important avec l'intolérance de certaines loges, surtout celles de tradition anglo-saxonne. Comme je l'ai souligné dans d'autres œuvres, et là je me cite, un conflit qui subsiste aujourd'hui et qui semble devoir perdurer indéfiniment au sein de certaines traditions maçonniques, ce que nous pourrions appeler un arroseur arrosé et le tolérant bigot ou une fraternité sans sororité. La campagne pour les droits des femmes a frappé aux portes des temples maçonniques à la fin du XIXe siècle. Maria des Reins, militante de la laïcité et des droits des femmes, est entrée à la loge française des libres penseurs en 1882. Plus tard, en 1893, elle franchit un pas supplémentaire, aidée par George Martin, en fondant un corps maçonnique acceptant les femmes et les hommes, aujourd'hui connu sous le nom d'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Les ordres fraternels se sont souvent alignés sur les mouvements nationalistes, influençant et étant influencés par les entités nationales. En guise d'exemple, les francs-maçons ont joué un rôle important dans différentes révolutions en promouvant des idéaux de liberté et de fraternité. Cependant, les idéologies nationalistes au sein de ces ordres peuvent également conduire à l'exclusion et au conflit. L'alignement sur les mouvements nationaux a parfois entraîné les ordres fraternels dans des controverses politiques et des luttes de pouvoir. Des rapports de force, pardon. L'intersection du genre et du nationalisme au sein des ordres fraternels crée une dynamique complexe. Les idéologies nationalistes mettent souvent l'accent sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes en ce qui concerne le coin du mot. Dans certains cas, nous avons vu des changements. Cependant, toutes ces pratiques ont été en conflit avec les efforts d'intégration de la dimension du genre. Cette intersection peut être observée dans les cas où les ordres fraternels nationalistes s'opposent à l'inclusion des femmes, des personnes transgenres ou d'autres personnes appartenant à la communauté LGBT, comme c'est le cas de certaines loges aux États-Unis en Amérique latine, qui le considèrent comme une menace pour leurs valeurs traditionnelles. À l'inverse, certains ordres ont adopté l'inclusion des femmes dans le cadre d'un programme nationaliste plus vaste de modernité et de progrès. C'est le cas du Grand Orient de France, qui est sans doute la première loge à accueillir des personnes transgenres, Olivier Charmant, suite à un an de discussion entre 2009 et 2010. Et donc, c'était la première personne transgenre qui a entré dans la loge française. En 2018, l'UGLE a emboîté le pas et a accepté l'entrée
des personnes avant leur transition qui sont maintenant des femmes. Les conceptions normatives de la masculinité et du comportement masculin varient selon les contextes culturels, historiques ou géographiques. Puisque le comportement masculin et la masculinité ont un impact sur les relations sociales et politiques, les hommes et la masculinité influencent le développement du nationalisme. George Moss a affirmé que les stéréotypes masculins modernes existent dans une relation mutuelle avec le nationalisme moderne. Le nationalisme et la structure et l'expansion de l'État sont liés. Et les institutions telles que l'armée, ainsi que les projets d'État tels que l'impérialisme et le colonialisme sont souvent dominés par des participations masculines. Donc, si je réfléchis au Mexique, bon nombre d'entre vous vont penser à la masculinité mexicaine. Et en fait, la construction de cette nation mexicaine se base sur la figure hétérosexuelle masculine, et ceci a eu un impact sur toute une série d'ordres maçonniques. Shirin M. Rai a souligné que le développement économique lié au projet de construction nationale dans les contextes post-coloniaux est souvent genré et considéré comme masculin. Et cela dévalorise la stabilité économique des femmes et des hommes subalternes. On le voit clairement aux États-Unis avec le cas de certaines grandes loges, telles que la Grande Loge de Virginie occidentale, qui a expulsé son grand maître lorsqu'elle a découvert qu'il était marié à un autre homme, même si c'est quelque chose qui est légal aux États-Unis. Et donc, dans certains États des États-Unis, cette pratique n'est pas acceptée. Au sein des structures nationales, les modèles hiérarchiques d'autorité et de prise de décision donnent souvent la priorité à l'autorité masculine. Et symboliquement et idéologiquement, les mouvements nationalistes valorisent souvent les projections masculines d'honneur, de patriotisme, de bravoure, de virilité physique, de nationalité, d'individualisme et de devoir. Un autre élément que les ordres fraternels suivent et qui s'inspire de modèles nationalistes est le fait que les rôles sociaux et politiques spécifiques attendus des femmes ne sont pas seulement liés à des conceptions de la féminité, mais aussi à des relations de pouvoir, locales et nationales. Les responsabilités sociales telles que l'éducation des enfants ou des formes particulières d'emploi et d'engagement interpersonnel sont féminisées et attendues des femmes. Le travail et le corps des femmes ont fourni des ressources matérielles et symboliques aux projets nationalistes et coloniaux. Les identités nationales sont souvent liées aux femmes et à leur capacité de reproduction, et dans certains cas, les ordres fraternels estiment que les femmes n'ont pas le temps de s'engager civiquement ou qu'elles aient besoin des hommes pour pratiquer leurs rituels, comme le fait l'Eastern Star aux États-Unis. Les mouvements nationalistes sont souvent alignés sur des modèles familiaux hétéronormatifs, c'est-à-dire des unités familiales hétérosexuelles assumant le leadership masculin, la reproduction féminine, ainsi que les rôles naturels et complémentaires entre les hommes et les femmes. Ainsi, le nationalisme a été identifié comme un outil pour soutenir les structures de pouvoir hétéronormatifs. Et les ordres fraternels ont donc suivi ces modèles qui excluent ou qui subjuguent les minorités sexuelles et ceux qui ne sont pas dans le schéma binaire homme-femme. Ces mouvements ont également tendance à mettre l'accent sur les idéaux hétérosexuels en tant qu'antagonisme des pays où les droits des LGBTI ont été légiférés dans une dynamique que certains ont qualifiée d'idéologique. L'inclusion, certains terroristes suggèrent que les discours nationalistes et sexistes diabolisent souvent les musulmans aux États-Unis ou prônent leur expulsion, liant ainsi des conceptions particulières de l'État-nation et du nationalisme à des
configuration spécifique de genre. La religion peut également influer sur le rôle de genre dans leur lieu particulier, de sorte que lorsque les projets nationalistes sont entrepris, les femmes et les hommes peuvent ressentir une tension entre les attentes de genre de leur religion et les attentes de genre associées au discours nationaliste. Donc, je tenais à mentionner cela comme moyen de comprendre de comprendre davantage les points de vue académiques sur les ordres et le genre. En guise de conclusion, aujourd'hui, les ordres fraternels continuent d'être aux prises avec des controverses liées au genre et à la nationalité. Certaines organisations ont fait des progrès considérables en matière d'inclusion, tandis que d'autres restent réfractaires au changement. L'évolution des normes sociales et politiques oblige les ordres fraternels à reconsidérer leur rôle et leurs identités. Les débats sur l'inclusion du genre et les idéologies nationales continuent de façonner l'avenir des organisations, suscitant des discussions sur leur pertinence et leur adaptabilité dans une société moderne. Ici, je ne parle pas de l'inclusivité, un nouveau mot qu'on entend souvent. Je parle ici plutôt de valeurs et des droits de citoyenneté, c'est-à-dire des personnes qui sont contribuables et qui ont les mêmes droits que les autres. Les ordres fraternels, avec leur riche histoire et leur structure complexe, servent de microcosme pour des questions sociétales plus larges telles que le genre et le nationalisme. Aborder ces controverses est crucial pour l'évolution et la durabilité de ces organisations. Alors que les ordres fraternels doivent faire face à ces défis d'inclusion et d'identité nationale, ils ont la possibilité de mieux refléter la diversité des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et donc, j'exhorte les grandes loges, les loges et les francs-maçons individuels et d'autres citoyens à s'assurer que les idéaux de liberté, égalité et fraternité sont suivis et appliqués par toutes les loges dans le monde. Et ils ne devraient pas être liés aux pratiques nationalistes de leur pays d'origine. Par exemple, dans mon pays d'origine, nous aurons une nouvelle femme présidente, Dr Schaumburg. Mais le taux de féminicide au Mexique laisse à désirer. Donc, je ne veux pas de tokeisme, je veux un vrai changement et je lutte pour cela. L'avenir des ordres fraternels dépend de leur capacité à concilier tradition et progrès et à prendre à bras-le-corps le changement tout en préservant leurs valeurs fondamentales. Merci beaucoup. Muchas gracias, hermano. Fue un placer de compartir la alegría del diálogo masónico. De nada. Auriez-vous, mesdames, messieurs, chers frères, sœurs, des questions? Alors, on en prend quelques-unes, on a le temps, mais si vous voulez rejoindre dans le milieu de l'après-midi la suite et fin du programme de Groussier, tout s'engrainerait bien, comme dans la Providence leibnizienne. Tu as une question? Oui. En français? Je vais essayer en français. Alors, OK. Merci pour ce développement tout à fait éclairant. Alors moi, j'ai juste une brève question à parler de morale, de genre. Et aujourd'hui, au-delà d'effectivement la question de l'inclusion des femmes, il y a d'autres genres, les trans, les queers, etc. Et donc, qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, les frères et sœurs sont capables d'accueillir ces genres? Et ne faudrait-il pas établir un principe comme la laïcité, d'avoir une fraternité agnostique du genre? Voilà. Merci. Question très intéressante dans son genre. Merci. Blague à deux balles. Je vous propose, mes amis, de regrouper vos questions pour que notre intervenant puisse s'organiser. Guillermo, thank you for, Guillermo, merci pour cette présentation très intéressante.
Aqua Melias, l'ancien grand maître à Washington, D.C., a dit que 16 grandes loges se réunissaient afin de discuter de l'entrée des femmes dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pouvez nous faire part des évolutions de cette discussion? Souhaitez-vous répondre tout de suite ou voulez-vous que nous prenions d'autres questions? Je vais répondre à ces deux questions parce que les réponses sont très brèves. J'apprécie énormément votre question. Je pense que le principe de la laïcité, c'est le travail que je fais. J'ai été critiqué au Mexique parce que je n'ai pas été très inclusif, mais le Mexique, c'est l'un des pays qui pratique la laïcité. Le Mexique et la France sont similaires en matière de ces pratiques, au niveau de l'État, bien évidemment. Mais je pense que la franc-maçonnerie devrait accueillir des individus qui pratiquent les valeurs fondamentales, peu importe leur genre. Et ça, c'est le cas pour les personnes transgenres et pour les personnes cisgenres. Donc, il est important de réfléchir au genre et à la sexualité comme deux choses différentes, parce que c'est le cas. L'orientation sexuelle ne nous importe pas dans la franc-maçonnerie, mais l'expression de genre, c'est que les personnes cisgenres et transgenres devraient être accueillies dans les loges. J'ai été ravi de voir il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Olivia, et j'ai été également très impressionné par la Loge de France, parce que c'était la première à faire ce pas. On n'y est pas encore au Mexique. Maintenant, les États-Unis. Je connais Elias et c'est lui qui a ouvert la voie pour que je puisse interviewer des personnes. Mais cette question des femmes dans la franc-maçonnerie, aux États-Unis, le monde libre, la plus grande démocratie, en fait, ils sont loin derrière la France et la Grande-Bretagne. La loge britannique a été très résistante, mais depuis 2018, les choses ont changé. D'autres questions? Intervention suivante. Oui, merci beaucoup, Guillermo. J'ai beaucoup apprécié ton intervention et je voudrais apporter deux témoignages et partager deux réflexions théoriques parce que je pense que c'est très important, la manière dont tu as ouvert ton intervention qui se situe davantage sur le terrain de la sociologie historique et de l'anthropologie historique que de l'histoire idiographique, on va dire. Alors, deux témoignages. Le premier, c'est il y a quelques années, il y a 5 ans, le grand maître du Texas a accepté l'expulsion de membres pour leur homosexualité, ce qui a déclenché une polémique, notamment avec San Francisco, qui refusait ces pratiques. Voilà. Un autre témoignage, donc je te laisse libre de commenter ça. Un autre témoignage est lié à la libre pensée dans le monde latin. Au début du XXe siècle, les maçons des traditions afrancesadas, des traditions françaises ou latines, inventent, c'est même le XVIIIe siècle, le rite de reconnaissance conjugale. Et c'est quelque chose qui a été importé notamment dans les pays d'immigration du Sud, d'Amérique du Sud, qui était très pratiqué par les Italiens, les Espagnols, y compris les Français. Mais en 2011, lorsque certains militants des droits des minorités ont souhaité réintroduire dans la franc-maçonnerie argentine ce rituel, les dirigeants de la Grande Loge argentine, la principale, ont refusé. De peur de déplaire à une opinion publique conservatrice, machiste, etc. Voilà. Alors, comment penser tout ça? Bien sûr, il y a les dimensions politiques, mais une réflexion théorique, voilà.
depuis l'anthropologie, la structure anthropologique de la famille. Je m'intéresse beaucoup à ça et j'y vois là une limite. Si on pense que les peuples du Nord européens sont plus libéraux en matière de relations sociales, comment expliquer le cas anglais et son conservatisme sur la question féminine, au contraire de la France qui est hybride entre monde du Nord et monde du Sud? Merci. To conclude, please. Merci beaucoup, Devrick. Pour tout dire, j'étais impliqué dans cette affaire à San Francisco. Lorsque mon mentor, Paul Rich, a démontré son désaccord avec l'exclusion des frères homosexuels dans la franc-maçonnerie, il est allé s'entretenir avec la Grande Loge de Californie parce qu'ils accueillaient la grande conférence des grands maîtres à San Francisco. Et c'est tout à fait ironique qu'à San Francisco, on avait des personnes du Texas, d'Alabama, de la Virginie occidentale. Et je suis conscient du niveau de conservatisme aux États-Unis. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai été inspiré de faire du travail dans ce domaine est que, comme vous l'avez dit, et je tiens à dire que votre présentation hier m'a inspiré sur des aspects culturels en Amérique latine, mais les exemples qu'on a vus en Argentine et en Espagne, les premiers pays où on avait le mariage du même sexe, ces pays étaient assez avant-gardistes, des pays tels que le Brésil. Mais il y avait ce qu'on appelle l'effet Trump. Mais je pense que c'est arrivé avant Trump. Je pense que c'est plutôt l'effet Dick Cheney, George Bush. C'est cet effet qui a créé cette riposte, si vous voulez. Dans l'académie, concernant le genre, nous voyons qu'il y a une progression, mais après une certaine régression. Nous sommes au mois de juin, c'est le mois de la fierté. Et il ne faut pas se concentrer sur l'aspect commercial, mais plutôt de reconnaître qu'il y a des problèmes dans des pays tels que les États-Unis et en Grande-Bretagne. Il est important donc ce nouveau projet se base sur mes recherches précédentes qui parlent de l'antiféminisme, de la franc-maçonnerie anglo-saxonne et comment nous pouvons apprendre des francs-maçons latins. Aux États-Unis, il y a des loges qui sont hispanophones et qui accueillent des femmes parce que ce sont des femmes qui ne proviennent pas de la tradition anglo-saxonne. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas croire que les pays du Nord vont faire avancer ce progrès. Il est important de le voir à tous les niveaux et cas par cas. Mais mon objectif était de croire et de penser aux valeurs fondamentales et de mettre l'accent sur l'individu plutôt que le genre de l'individu. De venir et pour des problèmes de traduction simplement, d'intervenir maintenant, si tu veux bien. Non, mais on ne va pas changer le changement. Remarquez, c'est très, j'allais dire, macronien. On va changer le changement. Si tu veux bien, puisque ça a été dit, ça a l'air d'arranger nos amis traducteurs. Gracias. Merci, Christophe, que l'on ne te présente pas. Je rappelle... Tu veux parler debout? Je veux bien oui, je préfère... Tu veux parler debout comme chez Laurent Berger, là? Comment il s'appelle, le pianiste qui joue debout? Le futur Premier ministre. Tu préfères être là? Oh, dans ce cas-là, tu te mets au milieu. Ah ouais. OK. Non, bon. Plutôt de plein pied.
Tu préfères Oui. là plutôt que là-bas? Si le président de... Ah, mais le président s'assoit dessus. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Donc, cher Christophe, le titre de ton intervention, Liberté de conscience et conflit nourricier de la fraternité. Tu as la parole. Vous allez comprendre pourquoi je préfère parler là. Bon, déjà, vous avez assisté, si vous êtes là depuis avant-hier ou hier, vous avez assisté à de nombreuses interventions remarquables, de grande qualité, magistrales, savantes, documentées. Et j'ai assisté pour ma part à des exposés extrêmement intéressants et l'honneur que j'ai à parler devant vous n'en est que plus grand. Alors j'avais noté, même si dernier intervenant avant la clôture officielle des travaux, mais non, je ne suis pas le dernier. Je deviens l'avant-dernier, ça marche plus mon truc. J'allais dire, il va me falloir fournir des efforts redoublés pour vous garder en alerte. En fait, pourquoi je préfère me mettre là, c'est que je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un sachant, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste. Et la commande qui m'a été faite par les organisateurs, c'est plutôt, en l'occurrence ici, de passer la liberté de conscience et ses catégories au banc de la pratique maçonnique du quotidien. Au fond, de conclure avec quelques considérations sur la manière dont la liberté de conscience alimente, dont elle nourrit, c'est dans le titre du travail, dont elle nourrit positivement le travail en loge sur la durée. Plus que ça, comment elle fait de nous des francs-maçons en adéquation avec les valeurs qu'ils professent et le serment qu'ils ont prêté. Si on me demande de parler de ça, c'est peut-être parce que dans l'activité maçonnique globale, j'ai des activités qui vont dans ce sens-là, notamment comme rédacteur en chef d'Humanisme. Je suis plus un coordonnateur, un fédérateur, un agrégateur. Donc je reçois des textes de partout. Et puis surtout, avec d'autres ici, nous avons créé une loge d'études et de recherche qui est un format un petit peu spécial au Grand Orient de France, une loge qui ne pèse pas administrativement sur l'obédience, mais cette loge s'est donnée comme sujet principal et unique de travailler sur la République universelle. Et évidemment, la liberté de conscience, c'est un des outils principaux. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, aux écrits. Toutes les planches sont publiées. On les publie dans le monde profane, aux éditions matériologiques. Donc c'est à partir de ça que je vais vous dire 2-3 mots. Il est entendu que, enfin, nous sommes tous d'accord avec ça, la conversation, le dialogue, ça rassemble. Chaque peuple, avec sa propre culture, développe sa propre sociabilité, sa manière de sociabilité dans les sphères publiques comme privées. Il y a cette citation d'Hannah Arendt que vous connaissez sans doute, qui résume ça avec simplicité dans Vie politique. Je cite: pour les Grecs, l'essence de l'amitié consistait dans le discours. Ils soutenaient que seul un parler ensemble constant unissait les citoyens en une polis, P-O-L-I-S, le mot grec. Avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié et de son humanité propre. Alors, ça n'est pas étonnant que la loge maçonnique, comme polis, P-O-L-I-S, miniature, constitue un lieu privilégié d'expression, de parole et d'édification de la pensée et du discours. Ma conviction, et c'est le moment où je veux basculer dans le sujet proprement dit, ma conviction, elle tient dans un postulat simple, qui est peut-être un peu ébouriffant, c'est que la franc-maçonnerie, je vais ajouter, parce qu'on peut accepter le débat sur ce point, ma franc-maçonnerie, ne vaut que si l'on n'hésite jamais à aller au débat d'idées musclées. Mieux encore, elle se plaît au débat musclé, tandis qu'elle s'étouffe dans l'onctuosité. Je vais essayer de paraphraser cette équation que contient le titre de mon intervention. Proposition 1, la fraternité ne prospère pas, ou tout au moins elle ne perdure pas dans l'harmonie lénifiante. Proposition 2, en franc-maçonnerie, le conflit est fondateur, à condition que toutes les expressions qui concourent au débat soient frappées
du sceau de l'authenticité. Et donc ça, c'est la première condition sur laquelle je vais revenir. Égale la proposition 3, ce conflit doit être sainement mené, résolu et conclu. Et ça, c'est la seconde condition. Ces deux conditions, l'authenticité des interventions et la résolution du conflit, sont, à mon sens, rendues possibles uniquement par la liberté de conscience et parce qu'il y a liberté de conscience. Reprenons. Alors, je vais, pour lancer cette idée-là, je m'appuie sur des propos d'un ancien rédacteur en chef d'Humanisme, donc qui est la revue du Grand Orient de France, et qui s'appelle Samuel Tomei, qui a formalisé cette intuition que j'avais moi-même, mais il l'a formalisé avec beaucoup d'intelligence. Et en novembre 22, il a publié un texte d'analyse dans lequel il disserte sur ce fameux égrégore qu'on connaît. Et il explique avec ironie que cet égrégore en loge constituerait une sorte de fusion des âmes, de communion des énergies, l'alpha et l'oméga du travail maçonnique, la réalisation pleine et entière de la tolérance que nous devons avoir les uns pour les autres. Il le dit avec ironie parce qu'il conclut qu'en réalité, c'est dans la controverse que l'égrégore se bâtit le mieux. Je le cite encore et vous allez comprendre comment l'ironie s'exprime. Par un curieux phénomène, les mêmes qui font de la tolérance une idole supportent mal qu'on soit d'un autre avis qu'eux et voudraient la mise hors jeu des francs-maçons par trop clivants puisque saboteurs d'égrégores. On frémit à l'idée d'opposition, de discussion, de dispute et rappelle que le diable divise quand le symbole réunit ce qui est épars. Il s'agit de dissoudre les grains de sel de la raison de quelques-uns dans la douceur de l'émotion de tous. Aussi, pour préserver l'unité du groupe, tentons à faire de l'égrégore, fraternité des esprits et des cœurs, un préalable. N'est-ce toutefois pas là faire fausse route et prendre le travail maçonnique à l'envers ? Fin de citation. Alors moi, je le suis dans cette voie et je voudrais voir avec vous ce que serait prendre le travail maçonnique à l'endroit. Laisser ses métaux à la porte du temple, c'est abandonner les contingences de sa vie profane, ses préoccupations d'extérieur, des inimitiés, des ressentiments. Mais c'est beaucoup plus que ça. Dans la mesure où on se range sous une règle différente de celle du dehors, une règle écrite, acceptée, consentie par tous et surtout nouvelle, originale, inédite quand on est initié, avec une injonction de recherche d'amélioration de la société comme de soi, il nous incombe de nous séparer également des conventions de la conversation de salon et des biais cognitifs. Je parle de conversation de salon, on le sait, dans le monde profane, la conversation, elle est très prescriptive. Souvent, elle force à l'hospitalité lorsqu'on accueille et à la retenue lorsqu'on est invité, à la superficialité si on se connaît peu, à l'esquive si on sait les risques de l'esquive et de la confrontation, à la sensibilité ostensible si on veut avoir l'air empathique, à la dissimulation si on veut avoir l'air tout court, à une forme de tolérance dont rien n'émerge de productif, puisqu'on ne se livre pas, on ne se montre pas, on ne se dévoile pas. Et ce mot, se dévoiler, résonne en nous tous. Un franc-maçon ne doit pas en dévoiler un autre dans le monde profane, mais par contraposition, le moment maçonnique, la pratique dans le temple, ne peuvent pas s'entendre sans dévoilement. Nos rituels érigent en préalable absolu, déjà lors de l'initiation, que nous devons laisser les métaux à la porte du temple parce qu'il s'agit là d'une fonction clé pour entamer le dialogue. Ça n'est pas donc simplement gommer ses ressentiments, c'est fendre l'armure tout entière et c'est tout dévoiler. C'est aller au plus profond pour dépasser la superficialité, choisir la démonstration frontale pour esquiver l'esquive, opter pour la vérité de ses sentiments si l'on ne veut pas sombrer dans l'affectation,
opter pour la vérité des idées si l'on attend la même chose de l'autre, et donc être dans l'attention plutôt que dans la tolérance. Choisir la radicalité pour garantir l'authenticité des convictions. Et s'il y a désaccord, s'il y a controverse, s'il y a contentieux, il ne faut pas les faire taire. Il faut les exprimer dans toutes leurs dimensions, sous toutes leurs facettes, il faut les faire prospérer. Cet esprit, en réunissant les conditions d'un dialogue maçonnique, au fond, ni plus ni moins, c'est un dialogue philosophique, au sens socratique du terme, au sens que Socrate mettait dans le dialogue philosophique. C'est à ce prix qu'on fait œuvre commune et qu'on peut mieux aller faire société ensuite. Alors Socrate, lui, dans le débat philosophique, il invoquait 3 règles. Bien circonscrire le sujet de la discussion et écouter l'autre et que l'autre nous écoute. Instruire et se laisser instruire dans la bienveillance et l'honnêteté. Et enfin, conclure la discussion. Et je crois que cette réciprocité pendulaire de la parole intègre de celui qui parle et de l'écoute bienveillante de celui qui écoute est décisive. Dans Gorgias, Platon fait parler Socrate et il dit, je cite, « J'hésite à te réfuter, j'ai peur que tu ne te mettes en tête que, si je parle, ce n'est pas pour éclaircir le sujet, mais pour te chercher chicane à toi-même. Si donc tu es un homme de ma sorte, je t'interrogerai volontiers. Sinon, je m'en tiendrai là. De quelle sorte suis-je donc ? Je suis de ceux qui ont plaisir à être réfutés s'ils disent quelque chose de faux et qui ont plaisir aussi à réfuter les autres quand ils avancent quelque chose d'inexact, mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter. Je tiens en effet qu'il est plus avantageux d'être soi-même délivré du plus grand des maux que d'en délivrer autrui. Car, à mon avis, il n'y a pour l'homme rien de si funeste que d'avoir une opinion fausse sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Si donc tu affirmes être dans les mêmes dispositions que moi, causons. Si au contraire tu es d'avis qu'il faut en rester là, restons-y et finissons la discussion. Le philosophe Alain, 2500 ans plus tard, dit les choses de la même façon. Il avait peut-être lu Platon. Je cite, « C'est dans ce monde transparent des thèses et des antithèses, des contradictions, des réfutations, c'est là que l'esprit se connaît. Quiconque réfute entre dans la pensée de celui qu'il réfute et se met d'accord avec lui. N'est-ce pas merveilleux ? L'homme a donc le pouvoir de comprendre même qu'on ne le comprenne pas. » Alain, comme Platon et d'autres, ont compris donc qu'une sociabilité heureuse s'accomplit non pas dans l'insignifiante et douce neutralité des interventions de chacun, mais bien dans la capacité qu'on va avoir tous, collectivement, d'absorber, de dépasser les débats et les discussions à portée contentieuse. Socrate, lui encore, insistait sur la nécessité de clore formellement le débat, de n'en pas faire lettre morte et de déboucher sur une résolution qui fasse cas de toutes les parties. Le différend, l'opposition ne sont fructueux que s'ils ne subsistent pas, purgés par le compromis. Alors, plusieurs façons de purger un compromis, de purger un débat. C'est un compromis, on a trouvé un accord, une conciliation, on a signé la paix, ou la démocratie, on arbitre par le scrutin. D'ailleurs, si vous réfléchissez, on a tous la même, qu'on vienne d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, on a tous la même pratique maçonnique, la méthode maçonnique s'articule tout entière autour de la prise en charge de ce conflit par plusieurs procédés dont on ne peut pas s'exonérer. Il y a les modalités de la prise de parole qui nous préservent de l'altercation directe en nous proposant de passer par un tiers modérateur, en l'occurrence le vénérable maître. Il y a évidemment le fait démocratique qui prévoit la règle d'arbitrage qui s'impose à tous, le vote, le scrutin. Et puis il y a enfin, vraiment enfin, l'épée de Damoclès que constitue le dispositif disciplinaire interne aux obédiences. Nous y sommes donc. Si la franc-maçonnerie s'épanouit dans l'égrégore, si l'égrégore s'établit dans le conflit salutaire, il n'y a en effet pas de conflit salutaire
sans liberté de conscience. Pourquoi l'émergence d'un tel débat ne peut être réellement garantie que par la liberté de conscience? Définir la liberté de conscience est en soi vraiment très compliqué, une montagne à gravir. Mais on peut s'essayer à dire ce qu'est la liberté de conscience du franc-maçon. Alors, je vais parler du franc-maçon du Grand Orient de France, parce que pour nous, c'est un mantra. Particulièrement depuis 1877, ça a été beaucoup commenté tout au long de la journée. Parce que c'est sous le régime de la liberté de conscience seulement que le franc-maçon peut d'abord se dégager délibérément de la gangue que forme l'ensemble des déterminismes socio et culturels de sa naissance pour exprimer une parole sincère. Libre en conscience, il est en mesure d'accéder à sa vérité intime, de polir sa pensée et surtout de la traduire sans crainte, le sans crainte est important, devant un auditoire. Libre en conscience, il est prêt à en découdre intellectuellement si c'est nécessaire. Il peut argumenter sereinement, mais sèchement aussi, devant un auditoire silencieux, à l'écoute, attentif, qui est détaché des procès d'intention et des présuppositions, puisqu'il écoute avec bienveillance. Libre en conscience, le franc-maçon concentre son propos sur l'idée qu'il défend ou sur celle qu'il combat. Il défend son point de vue, tous défendent le leur. Et d'une certaine manière, le rituel est là pour signifier de façon homothétique cette sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Ce sont les mots de Kant qui auraient eu, je vous le rappelle, c'est important quand même, on aime bien les commémorations, et 300 ans le mois dernier. La franc-maçonnerie, elle ouvre en somme le champ des possibles de la liberté de conscience à qui veut marcher loin. Elle permet à chacun, sans distinction de grades sociaux, d'origine ou de croyance, de se débarrasser au rythme qu'il veut des oripeaux du vieil homme, de l'homme archaïque, et renaître vierge et plus disponible, plus libre, plus sagace, plus persuasif, plus combatif. C'est sur cette addition de mues qui se frottent que prospère ensuite le groupe. Regardez, on est invité, quand on est apprenti, à quitter l'enveloppe profane, qui est alourdie par les scléroses et les stéréotypes socio-éducatifs, et à rentrer dans les profondeurs de soi-même pour s'y mieux comprendre, s'y mieux déceler. Quand on est compagnon, on accoste sur des rives peuplées avec d'autres comme soi, par d'autres comme soi, d'une même valeur, d'une même richesse. Et c'est l'instant pour entrer dans une sollicitude gratuite pour autrui. Et puis nous voilà maîtres, dignes de siéger parmi nos pairs, comptables de la bonne marche du groupe et surtout dotés d'une feuille de route ambitieuse au terme de laquelle il va falloir partir améliorer la société. Et parce qu'il est question de faire œuvre commune, il ne peut pas être question de médiocrité. L'échange ne peut pas se faire à fleur et moucheté. Il doit porter tout ce qu'un sujet contient de gravité, tout ce que les défis qui s'offrent à nous portent d'espérance, tout ce que notre action à venir porte d'idéal. Alors, je me suis amusé à composer une suite mathématique ou arithmétique, comme vous voudrez, mais qui me semble organiser le travail en loge dans une progressivité et qui commence à l'initiation et nous emmène à l'égrégore en passant par la disputatio, par la controverse. L'initiation crée la sécurité. Obligation du serment, cohésion du groupe, règles communes, secret de l'appartenance et des débats. Le doute crée la pondération, suspension du jugement, exercice du discernement, libre examen. L'écoute mutuelle crée l'égalité, méthodes et rituels, singularité intellectuelle, sociale, culturelle de chacun, multiplicité des points de vue. La radicalité crée la justesse, sincérité, dépouillement. Le frottement, la dispute, crée la vérité, émulsion des idées, patine de la pensée, atténuation des biais, apprentissage de la contradiction. Et enfin, la résolution crée la sociabilité, autrement dit, l'égrégore. Ce sentiment d'être la partie comblée d'un tout dont toutes les parties sont comblées également. Cette vibration
dans laquelle le franc-maçon plaide à faire la part des choses entre l'affectif, le spirituel, le symbolique, l'intellectuel et même le charnel. Alors, on ne va pas se mentir, hein. Très souvent, trop souvent, nous avons peur de ce débat. Nous aimons bien cet égrégore que j'ai appelé lénifiant, mais qui nous porte à une émotivité, une affectivité dans laquelle nous nous sentons bien dans le confort. Et nous nous ménageons les uns les autres pour ne pas entacher une concorde qui, en définitive, n'est que de façade. Pour maintenir, alors je reprends à nouveau les mots de Samuel Tomei, pour maintenir une paix civile tout artificielle, une union sacrée niaiseuse, aux antipodes d'une concorde sociale raisonnée. Il ne reste dès lors plus aux maçons qu'à se donner bonne conscience pour des pratiques philanthropiques régulières, l'essentiel étant de ne se fâcher sur rien. Faisant cela, nous abdiquons toute chance de réussir vraiment, résolument, la promesse de la franc-maçonnerie, ce que nous nous promettons sans cesse à nous-mêmes, c'est-à-dire d'être sans aucune réserve le centre de l'union. Nous nous maintenons dans un petit équilibre qui ne donne pas de grandes choses, mais préserve la juxtaposition des tranquillités. Ça n'est pas grave de travailler à son rythme, ça n'est pas grave de travailler plus ou moins vite, de travailler moins vite que le frère ou la sœur qui est à côté de nous. Ce qui est grave, c'est de trahir les objectifs de cette grande idée en n'allant pas au bout de l'empoignade, cette empoignade dont on revient toujours repu de dialectique, fier d'avoir tenu sa position ou fier d'avoir su l'infléchir, riche d'un feu d'artifice de mots et d'idées. Heureux aussi que le collectif ait trouvé, dans la joute, la solution philosophale. Finissons tout de même, d'autres l'ont fait, mais sur une considération démocratique quand on parle de liberté de conscience. D'évidence, la liberté de conscience, ou tout du moins son expression, ne peut exister que lorsque le régime politique le permet. Car là où règne la dictature, la liberté de conscience n'a pas cours. Là où mute la démocratie, les États-Unis de Trump, le Brésil de Bolsonaro, la Russie de Poutine, pour ne citer que, la liberté de conscience s'étiole. Et c'est assurément une leçon pour nous, Français, pour les jours à venir, j'ai dit. Pour ces propos extrêmement intéressants qui ont su puiser à la source des classiques leur énergie et leur clarté. Énergie, clarté, c'est deux qualités que tu as manifestées. Je me permets, en tant que président de séance provisoire, éphémère, faillible, de te remercier en notre nom. J'ai le plaisir donc de vous dire que vous pouvez nous poser quelques questions, mais rapidement, s'il vous plaît. Oui, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt cet amour de la dispute, de la controverse. Et en l'écoutant, je me disais, mais comme on est loin de la réalité, à la fin, tu es revenu un petit peu de l'asile enchanté vers la réalité, car s'il y a quelque chose à reprocher aux maçons, et non pas à la maçonnerie, c'est effectivement, je crois, de trop souvent confondre la tolérance, hein, ce mot dont on se repaît, la tolérance avec le déficit de conviction. Très intéressant. Avec ta permission, je vais te demander si tu autorises le regroupement de questions. Plus des réactions que des questions, de toute façon. Tu préfères répondre à chaque fois ? Non, comme tu veux. Moi, je préfère qu'on regroupe, étant donné l'organisation du temps du colloque, pour permettre à certains de nos amis de rejoindre. Je n'ai pas eu l'ordre, mais j'ai eu le conseil. Donc, quelques questions que nous allons regrouper. Je vais essayer de faire court. Je vais faire court. Hein. Tu nous as parlé de liberté de conscience. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, certains ne mettent dans la liberté de conscience que cette liberté d'avoir des idées, une liberté intérieure, et personne ne peut venir contraindre l'intime ou l'intérieur d'une personne, alors que là, on a parlé
d'autre chose, de cette liberté au départ, mais peut-être a-t-on aussi peut-être parlé, pas que de conviction, mais de recherche de la vérité. Alors, j'ai entendu authenticité, et finalement, est-ce que j'ai bien compris que tu mettais dans cette liberté de conscience toute la démarche maçonnique? Est-ce que c'est bien ça, de recherche de la vérité, d'écoute, etc., de l'autre? Merci de faire court, bravo, vous êtes formidable. Merci pour ton intervention. Je pense, pour aller vite, que c'est une définition très française. Mon expérience, par exemple, d'avoir assisté à des loges anglaises du rite Emulation en Amérique du Sud, est tout à fait différente. Mais ma question est la suivante. Pour protéger cette culture maçonnique française, comment penser la possibilité que les organisations maçonniques soient infiltrées par des services de renseignement ou des sociétés secrètes qui aspirent à censurer, comme ça s'est passé dans les dictatures, par exemple, de l'Estado Novo au Brésil dans les années 30 et suivantes, où aujourd'hui la franc-maçonnerie brésilienne est dominée par le bolsonarisme, ou comme ça s'est passé en Argentine, etc., etc., actuellement, dans mon expérience. Comment protéger donc la culture maçonnique française de ces intrusions qui déjà au XVIIIe siècle ont eu lieu avec la stricte observance, etc. Merci. Rapidement. Merci. C'est juste pour rejoindre le propos du frère, c'est que tu es parti de la prémisse que l'authenticité permettait de rentrer dans une discussion. Mais moi, je cherche ce que ça signifie être authentique. J'ai le sentiment que le maçon cherche toute sa vie à ce que recouvre son authenticité et ce qu'il est réellement. Et donc, la discussion, certes, mais on ne sait jamais à quel moment on n'est pas pétri de nos émotions, de notre histoire de vie, des influences familiales, etc. La dernière, alors Elle sera courte. Et le principal moteur de la disputation franc-maçonnique, c'est la raison. Où est-elle? Bonsoir. Alors comme c'est de saison et que j'ai entendu qu'on parlait tout à l'heure des forces de l'ordre, moi je suis de Bordeaux, je fréquente plusieurs loges et je constate qu'à Bordeaux, nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont membres des renseignements généraux et de la police. Et ma question, elle est toute simple, qu'est-ce qu'on doit en faire? Oui, mais c'est les deux mêmes questions. En fait, je n'ai pas, je vous l'ai dit d'entrée, je ne suis pas un sachant, j'ai plus envie de partager une conviction. Alors, la raison, bien sûr, mais la raison, c'est un outil pour organiser la discussion. Moi, je parle de la liberté de conscience, et ça répond à ce que tu dis. Je parle de la liberté de conscience comme l'outil de la franc-maçonnerie. C'est vrai que, et pour moi, toute la pratique maçonnique doit fonctionner sous le sceau de la liberté de conscience. Si on n'y est pas, on n'est pas dans une bonne pratique maçonnique, on ne réussira pas ce qu'on veut faire. Je ne donne pas de leçons, je vois bien que je suis aussi moi-même pétri de tout ça, ce que tu disais, et qu'on est sans arrêt en train de devoir faire un reset, d'essayer de travailler sur nous-mêmes pour ne pas entendre plus que ce que l'autre nous dit, pour ne pas faire jouer l'émotion dans ce que l'autre nous dit. Et ça, pour moi, c'est ça le travail maçonnique. On n'y arrive pas, et parce qu'on n'y arrive pas, on est confronté à des susceptibilités, des colères, des contentieux qui ne se règlent pas, qui ne se purgent pas, et alors on ne va pas changer le monde. Si on avait là, tout de suite, à sortir à l'extérieur du temple pour sauver la République, et s'il nous fallait prendre les armes collectivement, on aurait 10 minutes pour se mettre d'accord, on ne se poserait pas de questions. Je dis ça en répondant à la question sur la franc-maçonnerie anglo-saxonne et la nôtre, parce que je le dis très sincèrement,
mon engagement maçonnique, il n'est né que parce qu'il faut changer la société, il faut améliorer la société. En définitive, m'améliorer moi-même ou que mon ami s'améliore, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est d'améliorer la société, c'est de faire œuvre commune. Et donc, on sait très bien que, et on le ferait d'ailleurs, hein, si là, dans la rue, soudain, passait une manifestation, on peut bien imaginer laquelle en ce moment, et qu'il y ait des échauffourées qui faillent descendre, on se mettrait tous d'accord immédiatement. C'est ça qu'il faut qu'on soit capable de réussir, toujours, sur tous les sujets, des plus anodins aux plus graves, des plus simples aux plus engageants. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Alors oui, simplement par rapport à la question politique, vous avez compris, je l'ai traité juste à la fin, parce qu'il va de soi que la liberté de conscience, c'est un luxe de riches, c'est un luxe des démocraties, et que quand on n'est pas dans un pays démocratique, il faut qu'on affirme les choses de manière un petit peu plus violente que ça. Donc j'ai laissé de côté toute la part politique. Je ne sais pas répondre à cette question de l'entrisme des services secrets, mais j'ai voulu traiter effectivement la liberté de conscience comme la pierre angulaire de toute notre activité maçonnique. Merci Christophe, toujours aussi clair dans les réponses que dans ton exposé. Je vais peut-être te demander de m'aider, parce que je ne peux pas bouger les objets lourds, c'est interdit par la religion. Excuse-moi. Laure Caille, si tu veux bien. Oui. Oui, tu prends le micro. Alors, Laure, encore merci Christophe. Laure va se présenter, car, comme on dit, on ne la présente pas. Le micro marche, là? Bon, très bien. Oui, vas-y. Oui, Charles gentiment me disait comment je te présente, parce qu'il y avait marqué Laure Caille. Alors j'ai dit, quand on met rien, il y a beaucoup de gens dont on met tous les titres, quand on met rien, c'est soit qu'on n'est rien, soit au contraire qu'on est tellement connu qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Donc, mais vous allez comprendre qui je suis à travers, j'espère, cette planche, qui s'appelle « Comment la laïcité vint aux femmes ». Alors, dans son dernier livre sur la franc-maçonnerie féminine, Cécile Révauger, maîtresse d'œuvre de ce colloque, pose la question suivante. Existe-t-il un lien entre le refus des femmes et la question de la liberté absolue de conscience ? Autrement dit, le concept de régularité prôné par la Grande Loge unie d'Angleterre et les obédiences par elle reconnues dans le monde s'appuie-t-il exclusivement sur l'exclusion des femmes, sur celle des athées ou les deux ? De fait, lorsqu'on est à l'automne, pour ne pas dire l'hiver en ce qui me concerne, d'un long engagement féministe, on a forcément eu à interroger la relation, non sans paradoxe, entre sécularisation des sociétés et droits des femmes. Par ailleurs, en tant que franc-maçonne, membre de 2 obédiences féminines et d'une juridiction féminine, d'ailleurs une des obédiences tient son convent aujourd'hui en Bulgarie, je n'y suis pas, j'ai bien sûr assuré cette intervention qu'on m'avait demandé depuis longtemps et que je suis très heureuse de faire. Donc, en tant que franc-maçonne, membre de 2 obédiences et d'une juridiction féminine, j'ai eu à m'interroger sur, je cite, le fait maçonnique féminin, selon l'expression consacrée de la recherche académique qui, rappelons-le au passage, ne s'est intéressée que très récemment à ce sujet. Comment la laïcité vint aux femmes ? C'est donc un regard croisé que j'ai tenté de porter sur le rapport à la liberté de conscience et à la laïcité de la franc-maçonnerie en général, sur la spécificité éventuelle de ce rapport pour les femmes, et en particulier chez les francs-maçonnes. Je me suis limitée pour ce faire à la France, vous comprendrez pourquoi, en tant qu'elle est singulière d'une part de la laïcité comprise à la fois comme socle constitutionnel et porteuse de valeurs et projets de société, et d'autre part parce que c'est le seul pays où la présence des femmes en maçonnerie est attestée dès le XVIIIe siècle. La franc-maçonnerie spéculative, on le sait, accuse réception du modèle dont elle s'inspire, celui des cercles intellectuels fréquentés par ses fondateurs, et en premier lieu Jean-Théophile Desaguliers, tête pensante de l'opération Grande Loge de Londres. Cette expression est de Alain Bauer et Roger Daché dans un de leurs livres.
La Royal Society, dont le titre exact d'ailleurs est Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge, est un think tank avant l'heure, tout à la fois laboratoire d'idées, de recherche expérimentale, de spéculation scientifique et métaphysique. Pourtant, ce n'est pas seulement une société savante nouvelle qu'instituent les fondateurs, mais un espace inédit, celui d'une fraternité initiatique. Je cite les constitutions d'Anderson, ainsi, la maçonnerie deviendrait le centre de l'union et le moyen de nouer une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement étrangères. Sont ainsi posés dans des pays ravagés par les guerres de religion et les luttes de dynastie un pari de réconciliation et d'harmonie, une utopie de concorde universelle ancrée dans le choc des contraires. Pari audacieux. Mais n'était-il pas déjà dans l'air du temps ? Une dizaine d'années après la publication des Constitutions, paraissent les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu, où l'on peut lire « Une union d'harmonie qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général de la société, comme des dissonances dans la musique concourent à l'accord total. » Des constitutions à nos jours, donc pour être franc-maçon, il faut être de bonne mœurs et surtout libre. De cette liberté dont aujourd'hui encore on répond pour le néophyte avant même de l'initier, mais de quelle liberté est-il question ? Il est volontiers considéré dans les loges des obédiences adogmatiques que la liberté absolue de conscience serait un fondamental de la franc-maçonnerie. Or, force est de constater que cette affirmation est un credo plus qu'un constat, ou à tout le moins une généralisation abusive. La réalité du paysage maçonnique en témoigne. La franc-maçonnerie régulière du XXIe siècle s'affirme théiste, comme l'était la proto-maçonnerie des débuts du XVIIIe. À cette époque, la toute jeune institution portée sur les fonds baptismaux, si l'on ose dire, par deux hommes d'église, ne s'est pas encore dégagée de la croyance religieuse. L'athéisme sent encore le soufre. Je cite, « Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. » La liberté absolue de conscience semble encore bien loin d'être à l'ordre du jour. Pourtant, dans la proposition maçonnique que par commodité nous appellerons andersonienne, on peut déceler une évolution, voire une révolution. Première rupture. Elle s'inscrit dans le sillage des latitudinaires qui, récusant les magistères des intercesseurs et les interprétations qu'ils imposent, en appellent à l'esprit critique de chacun. Voyant dans la raison plus que dans l'esprit le premier interprète des Écritures, les latitudinaires professent le droit et même le devoir de ne pas s'en remettre à la seule autorité de l'Église et d'interroger soi-même les textes. Le droit de l'examen, je prononce mal, c'est en allemand Prüfungsrecht, était déjà affirmé par Luther et Calvin, mais ce sont bien les latitudinaires qui énoncent le concept de libre examen que Condorcet, dans son premier mémoire sur l'instruction publique en 1791, prônera comme attitude philosophique et comme principe pédagogique. Contraire à l'argument d'autorité et au dogme, le libre examen contient bien en germe la liberté de conscience qui trouvera sa forme maçonnique aboutie un siècle plus tard. Je vais faire une citation qui est dans la pétition de principe de l'Université libre de Belgique, qui, comme vous le savez, n'est pas libre au sens français, c'est-à-dire religieuse, mais au contraire laïque. Valeur laïque par excellence, le libre examen implique non seulement l'affirmation d'un droit, celui de l'absolue liberté de conscience, mais surtout l'affirmation d'un devoir, celui de ne reconnaître aucun dogme et de procéder avec esprit critique à la mise en question des idées reçues. La deuxième rupture, c'est un appel tout à fait inédit à réunir, je cite, les constitutions des hommes bons et loyaux ou hommes d'honneur et de probité, je souligne, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. La référence à cette religion, dont tous les hommes conviennent, qui s'oppose sous la plume des rédacteurs à la religion du pays, s'entend bien comme une tentative de définition de la religion, en son sens étymologique, de reliance, religare, universelle. Par cet œcuménisme revendiqué est posé un affranchissement du dogme, un acte émancipateur, voire transgressif,
qui, avec la proposition d'opter pour le grand architecte de l'univers, concept ouvert à divers degrés de croyance et d'interprétation, est proprement, à cette époque, visionnaire et préfigure d'autres ruptures ultérieures. Malgré cette volonté d'ouverture et de rassemblement, la nouvelle confrérie qui s'instaure en Angleterre est en phase avec la société dans laquelle elle s'enracine, et il est évident que les femmes ne peuvent répondre aux exigences posées par les constitutions, quand bien même elles seraient éventuellement de bonne mœurs, il est indiscutable qu'elles ne sont juridiquement pas libres. C'est donc tout naturellement, je mets naturellement entre guillemets, qu'elles sont d'emblée laissées à la porte des loges. Mais en France, c'est une toute autre histoire. En traversant la Manche, la franc-maçonnerie connaît une mutation, un croisement original entre la proposition maçonnique venue d'Angleterre, marquée par le modèle du club et sa masculinité, et un espace s'inspirant du salon français, précurseur en matière de sociabilité mixte, où les femmes prennent toute leur part dans l'émergence du nouveau discours des Lumières sur les notions d'universalité, de raison, d'égalité des droits. Toutefois, la fréquentation des loges maçonniques étant limitée à des femmes de la haute société, fidèles au trône et à l'autel comme la plupart de leurs homologues masculins, on serait en droit de s'interroger sur leur capacité à adhérer à la mise à distance de la religion dans leur pratique maçonnique. Tout autant que les rituels masculins, les rituels des loges d'adoption sont indissociables du récit biblique. Et d'autant que ces rituels, spécifiquement écrits pour la maçonnerie des dames, comme on disait, l'ont été par des hommes qui ont retenu les thématiques qui leur apparaissaient, à eux, les plus appropriées, Arche de Noé, Échelle de Jacob, Jardin d'Éden, le plus connu étant évidemment la vraie maçonnerie d'adoption de Louis Guillemin de Saint-Victor à la fin du XVIIIe siècle. Ces rituels véhiculent dès lors une vision complètement stéréotypée de l'éternel féminin. Mais d'une part, de nombreux francs-maçons étaient de sincères militants de l'égalité des sexes, Condorcet, Choderlos de Laclos, Helvétius, mais il y en a d'autres, et la franc-maçonnerie était un lieu très particulier de sociabilité, puisqu'ils maçonnaient ensemble des hommes et des femmes qui, pour paraphraser Anderson, seraient autrement restés perpétuellement étrangers. Contrairement à la franc-maçonnerie anglo-saxonne, la franc-maçonnerie française n'a pas connu le point aveugle de l'exclusion de sexe. La synergie créée par un groupe mixte, et pour l'époque résolument égalitaire, constituait un espace maçonnique incomparable d'échange, constituait un échange incomparable d'échange et d'approfondissement intellectuel. Et c'était bien les valeurs des Lumières que la fréquentation des loges permettait aux deux sexes. La primauté de la raison, l'exercice du jugement critique, c'est-à-dire au sens étymologique du mot de discernement, et la capacité à, je cite, sortir de sa minorité, pour reprendre l'expression de Kant. La Révolution opère un renversement décisif en remettant en cause le monopole de l'Église dans ces moments hautement symboliques de la vie que sont la naissance, le mariage et la mort, par l'instauration de l'état civil, du mariage et des obsèques civiles, mais dans le même temps, elle exclut de fait les femmes de la citoyenneté politique pour une période qui sera, on le sait, particulièrement longue. On connaît la figure emblématique d'Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de citoyenne, et sa célèbre formule, puisque la femme monte à l'échafaud, elle a aussi le droit de monter à la tribune, qui sera bien vite démentie, parce qu'elle est allée à l'échafaud, mais jamais à la tribune. À défaut d'être admise au Panthéon, c'est un petit aparté que je fais, à défaut d'être admise au Panthéon, ce qui avait été demandé par des mouvements féministes il y a quelque temps, Olympe de Gouges est rentrée dans la salle des 4 colonnes. Il y a la statue quand on voit la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, il y a la statue d'Olympe de Gouges. Et si cela a été possible, c'est par l'action opiniâtre de sœurs de la Grande Loge féminine de France, regroupées dans l'association pour les amis d'Olympe de Gouges. Et donc sa statue est à l'Assemblée nationale. Alors le 19e siècle va, si j'ose dire, siffler la fin de la récréation pour les femmes en général et les francs-maçonnes en particulier. L'époque de l'Empire est un contre-exemple absolu en matière de laïcité et de droits des femmes, avec l'instauration du Concordat d'une part et d'autre part l'imposition du Code Napoléon,
rédigé pourtant par Cambacérès, franc-maçon notoire, qui fait des femmes d'éternelles mineures civiles. Les loges d'adoption ont quant à elles refleuri après la Révolution, mais elles sont réduites à de dociles supplétives au service du projet napoléonien. Elles ont perdu tout caractère frondeur et émancipateur. En 1717, en Angleterre, la réconciliation-unification de la loge des anciens et de celle des modernes se traduit par la suprématie rituelle et institutionnelle des anciens et aboutit à la création de la Grande Loge unie d'Angleterre, installant de façon durable un théisme revendiqué et la confirmation de l'exclusion des femmes. Quelques années plus tard, on le sait moins, en 1849, le Grand Orient, jusqu'alors conservatoire de la maçonnerie andersonienne, connaît un backlash dogmatique en se dotant d'une constitution qui jusqu'alors n'existait pas et qui spécifie en son article 1 que, je cite, « la franc-maçonnerie a pour principe l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme ». Le rituel Murat de 1858, du nom du grand maître de l'époque, introduit également l'invocation au grand architecte de l'univers en tant que principe créateur transcendant à l'ouverture et à la fermeture des travaux. Nous avons eu hier une intervention de notre frère Philippe Foussier sur cette partie, ces 27 années ou quelque chose, assez mal connue de l'histoire du Grand Orient de France. C'est également l'époque, mais est-ce une coïncidence, où les loges féminines ou mixtes disparaissent peu à peu, remplacées par de bien-pensantes fêtes des familles, et où les luttes des femmes pour leur émancipation s'accentuent, mais se passent en dehors des temples. Les militantes, notamment celles qu'on a appelées les Saint-Simoniennes, dont Eugénie Niboyet, Pauline Roland, Flora Tristan, à qui l'on doit la formule « l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme », elle est le prolétaire du prolétaire même. Ces figures majeures du débat social dans les années 1840 ont certes donné leur nom à des loges actuelles d'obédience féminine ou mixte, mais elles ne furent pas franc-maçonnes elles-mêmes. C'est en vain qu'après la Révolution de 1848, ces femmes demandent le droit de vote, alors que le suffrage universel vient en principe d'être établi en France et que la sécularisation de la société avance à grands pas. Pour être un laïc convaincu, on n'en est pas moins parfois violemment misogyne. Je ne résiste pas au déplaisir de citer les tirades du frère Pierre-Joseph Proudhon, l'un des premiers à pourtant revendiquer la liberté de n'avoir ni Dieu ni maître, dans son livre « De la justice dans la Révolution et dans l'Église », 1858. La femme, non, je cite, « La femme n'en reste pas moins inférieure à l'homme, une sorte de moyen terme entre lui et le reste du règne animal. La différence des sexes élève entre eux de même nature que celle la différence des races met entre les animaux. Aussi, bien loin d'applaudir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation de la femme, inclinerais-je bien plutôt, s'il fallait en venir à cette extrémité, à mettre la femme en réclusion. » Aussi, tout au long du XIXe siècle, pendant que les ténors masculins ferraillent pour la liberté de conscience et l'égalité de la moitié masculine de l'humanité, les femmes, exclues du forum, comme des temples, s'impliquent fortement dans les niches militantes que l'on veut bien leur laisser. Et en premier lieu, mais c'est très important, l'instruction des filles, enjeu décisif d'émancipation que les maçons éclairés du XVIIIe avaient déjà formulé, en particulier Condorcet, qui disait qu'il fallait vraiment s'intéresser à l'instruction féminine afin, je cite, de faire accéder les femmes aux lumières de la connaissance et de la raison dans son essai sur l'admission des femmes au droit de cité. Ayant pris acte que le décalage dans l'accès à l'instruction entre les filles et les garçons jouait un rôle important dans l'inégalité des droits, les institutrices de l'école publique ont défendu, que je ne cite pas toutes évidemment, ont défendu opiniâtrement au quotidien l'accès des jeunes filles à un enseignement public et laïque qui n'allait pas forcément de soi. Mais elles le firent sur le forum et non dans les loges auxquelles elles n'avaient plus accès, y compris par la volonté de leurs camarades de lutte même. Ainsi, alors que le célèbre vœu numéro 9
dont le pasteur Frédéric Desmond fut le rapporteur au convent du Grand Orient de France de 1877, supprimant l'obligation de croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme, alors que ce vœu passait à la postérité maçonnique, le vœu du convent de 1870, présenté par le même Frédéric Desmond, proposant d'admettre les femmes, fut rejeté et tomba dans l'oubli. Pour reprendre la plaisante formule de notre frère Charles Porcet, dans un article qu'il a écrit, au GODF, je cite, « Au GODF, il fut plus facile de sortir Dieu que de faire entrer les femmes ». Il faudra attendre que Maria de Rheims, ardente militante féministe, force les portes de la franc-maçonnerie avec l'aide des frères de la loge, les libres penseurs du PEC, de la Grande Loge symbolique écossaise, qui l'initièrent le 14 janvier 1882, pour que les femmes entrent à nouveau en loge. Très peu de temps d'ailleurs. Ce coup de force leur vaudra la suspension immédiate de la loge, puis sa réintégration après que les frères rebelles furent bien vite rentrés dans le rang. Et c'est seulement 11 ans plus tard que Maria de Rheims fondait avec Georges Martin l'obédience mixte, le droit humain, et que des militantes, enfin les plus connues évidemment, sont... excusez-moi... Ça, c'est un vrai problème d'oublier. Non, celle qui a été en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, Louise Michel, je te remercie, Charles, vraiment. Louise Michel rentre évidemment alors à la Grande Loge symbolique écossaise, justement, hein, qui devient mixte pendant sa courte existence. Il faudra attendre que Maria de Rheims, la franc-maçonnerie. Donc, quand elle forme, avec Georges Martin, donc, elle a fondé l'obédience mixte, le droit humain. Et je cite Maria de Rheims, « La franc-maçonnerie, ennemie des superstitions, de l'erreur, est l'adversaire naturel de l'Église. Cependant, par une étrange contradiction, la franc-maçonnerie, au sujet des femmes, suit les errements du catholicisme, ce qui stérilise en grande partie son effort et ses actes. Comment la franc-maçonnerie, antagoniste du clergé, haïe par lui, n'a-t-elle pas compris que l'introduction de la femme dans son ordre était le moyen le plus sûr de le réduire et de le vaincre? Elle avait à sa disposition l'instrument de la victoire et elle l'a laissé inerte dans ses mains. » C'est dans un discours qu'elle a prononcé, j'avoue que je ne sais plus très bien où je l'avais marqué, mais je ne sais plus où. On arrive donc à la loi de séparation. La loi de séparation, c'est-à-dire finalement ce que le libre examen dans sa forme la plus aboutie, la liberté de conscience, et arrive à la séparation, c'est-à-dire à la laïcité. Lorsqu'on évoque les grands débats précédant la loi de séparation, ce sont des voix souvent franc-maçonnes, mais toujours masculines, qui se font entendre. On sait d'ailleurs que l'un des arguments avancés par ceux qui étaient hostiles au vote féminin était la crainte que, censément confites en dévotion, les femmes favorisent le retour en force des cléricaux. C'est donc le 9 décembre 1905 que la mémoire collective retiendra comme la date symbolique à laquelle la France devient un État laïque par l'acte de séparation. En réalité, il faudra attendre 1946 pour que le mot laïque soit inscrit en tant que tel dans la Constitution de la 4e République, puis en 1958 dans la Constitution de la 5e République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais en excluant par la loi l'intervention du religieux dans le fonctionnement de l'État, cette loi pose le principe de la liberté de conscience pour tous, et par voie de conséquence d'égalité devant la loi de tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance ou absence de croyance. Malgré son exemplarité indéniable en matière de laïcité institutionnelle, la société française continuera jusqu'à une époque récente à avoir un rapport ambigu avec un ordre moral au relent clairement religieux. Les exemples ne manquent pas qui témoignent de ces pesanteurs dès lors que les femmes sont en cause. Je vais vous passer, mais enfin qu'on se souvienne quand même, la loi sur le divorce, qualifiée selon certains de porte ouverte à l'immoralité, les hystéries d'hémicycle lors de l'aventure du planning familial portée par deux francs-maçons, le frère Pierre Simon de la Grande Loge de France et la sœur Yvonne Dornès de la Grande Loge féminine de France. Pensons à ce que Simone Veil dut endurer de sa propre famille politique, d'ailleurs, lorsqu'elle elle porta la loi pour l'autorisation d'interruption volontaire de grossesse.
Le XXe siècle confirmera cette nouvelle entrée en force, depuis Maria Doem, dans les loges maçonniques de femmes engagées mettant en œuvre leurs convictions féminines et républicaines, qui désormais se conjuguent explicitement avec une exigence de laïcité, voire pour certaines un anticléricalisme affirmé. En mixité au sein de la Fédération du droit humain, en monogenre, dans des loges d'adoption sous l'égide, cette fois, de la Grande Loge de France. Ces nouvelles loges d'adoption, si elles reprennent une appellation et un rituel hérités de ceux du XVIIIe siècle, ont un fonctionnement de loge totalement indépendant de celui de la loge masculine sur laquelle elles sont théoriquement souchées. Et en 1935, la Grande Loge de France, en quête du Graal, à ce jour toujours non abouti, de la reconnaissance de la Grande Loge unie d'Angleterre, donnera unilatéralement leur liberté, je le mets entre guillemets, à ces loges d'adoption, lesquelles exigeront de pouvoir s'organiser afin d'être si inopinément libérées. Si je traîne trop, 3 minutes, c'est bon, c'est bon. Donc après, je passe très vite sur les loges d'adoption, la libération et la fondation de la Grande Loge féminine de France, l'Union maçonnique de France et ensuite la Grande Loge féminine de France, et des pionnières, parce que là, on a quand même pas mal d'éléments, et je vous recommande vraiment le livre qui est dans la collection de la Grande Loge féminine de France, Voix d'initié, qui s'appelle Pionnières, filles d'Ève et de Marianne. Pionnières, merci, filles d'Ève et de Marianne, dans la collection Voix d'initié, qui retrace de façon très précise et très documentée tous les engagements de ces femmes, et des engagements dont parfois on aimerait qu'ils soient aussi forts de nos jours. Les années 70, et j'en finirai par là, voient en France l'éclosion de nouvelles formes d'engagement qui posent clairement l'aspiration de nombreuses femmes à des espaces de réflexion, de parole et d'action spécifiquement féminins, hors des cadres idéologiques traditionnels. Il semble à beaucoup d'entre elles que la franc-maçonnerie peut offrir un tel espace. Or, à la Grande Loge féminine de France, les loges travaillent alors exclusivement au rite écossais ancien et accepté, et contrairement au Grand Orient de France, l'invocation au grand architecte n'est pas optionnelle. Certes, l'architecte n'est plus forcément Dieu, comme il l'était ou il l'est toujours dans les obédiences dites régulières, mais il reste, qu'on le veuille ou non, un principe transcendant que la liturgie rituelle confirme. C'est pourquoi certaines sœurs pensèrent qu'il était nécessaire de prendre en compte ces évolutions et d'ouvrir les portes de la franc-maçonnerie féminine à des femmes qui souhaitaient, comme l'affirmeront les fondatrices d'unité première loge au rite français de la Grande Loge féminine de France, dans leur profession de foi, je cite, pratiquer un rite dépouillé de toute connotation déiste qui, refusant d'opposer la démarche initiatique au projet humaniste, veulent associer dans les travaux la voie symbolique, maçonnique et une recherche ouverte sur les questions du monde et de la cité. Les péripéties de l'ouverture, je vous les passe aussi, c'est très très documenté. J'en arrive à la conclusion. C'est au convent 2003 seulement que la GLFF ait voté l'introduction de la référence à la laïcité dans la déclaration de principe. Je cite, la franc-maçonnerie a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. La GLFF affirme son indéfectible attachement au principe de liberté, de tolérance, de laïcité, du respect des autres et de soi-même. Donc la laïcité est introduite. Mais c'est encore plus récemment, il faut le savoir, que le Grand Orient ajoute quant à lui, il y a environ une vingtaine d'années, une phrase à l'article 1 de sa Constitution, la mention, vous la connaissez, il attache une importance particulière à la laïcité. Ce n'est qu'une mention. Comment la laïcité vint aux femmes et plus spécifiquement aux francs-maçonnes, peut-être eût-il fallu inverser la question et se demander comment les femmes en général, les francs-maçonnes en particulier, en sont-elles venues à la laïcité, ce qui, même en France, n'allait pas forcément de soi. J'espère avoir donné quelques pistes et montré que depuis le discours sur l'égalité des sexes du XVIIIe jusqu'au combat actuel pour l'universalité des droits, observer une société sur le seul point de vue de la laïcité n'est pas suffisant au regard des droits des femmes, car c'est faire abstraction de données qui ne relèvent pas de ce principe. Mais faire progresser les droits des femmes, c'est rencontrer, à un moment ou un autre, la laïcité comme force, comme levier, comme rempart,
En créant les conditions du respect de la liberté des autres, la laïcité est le meilleur garant de sa propre liberté, là où le communautarisme ne crée qu'une identité de la ségrégation et du rejet. L'idéal laïque se propose de construire une identité de rassemblement nécessaire à l'humanisme de combat que nous, j'espère, avons l'ambition d'incarner. Laure, excuse-moi de t'avoir un peu brusqué. Merci de nous avoir fait comprendre combien il a été dur pour la franc-maçonnerie de s'ouvrir à la moitié du genre humain. Merci. J'en profite avant de laisser vos quelques questions se poser pour une troisième, quatrième fois. Remercier encore nos amis traducteurs. On les a déjà applaudis 3 fois, donc on vous remercie pour cette prouesse. Vraiment bravo. Si nous pouvions, avec l'accord de notre intervenante, regrouper quelques questions, c'est pour être dans l'économie générale du colloque, c'est pas pour vous embêter. Qui souhaite poser à notre ami et sœur une question? Jeune homme, tu permets qu'on regroupe quelques questions? Non, mais tu dois être associé à tout. Oui, merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question sur le temps présent. Aujourd'hui, la laïcité est parfois dévoyée pour servir, pour laisser un espace. Ça rejoint une question que j'ai aussi posée ce matin parce que c'est un sujet qui me travaille, mais pour laisser la porte ouverte à justement l'expression de certaines pratiques religieuses qui, dans le cas des femmes, je pense au cas du voile. Je n'ai pas l'avis tranché, mais est-ce que cette vision de la laïcité qui laisse la porte ouverte à ce genre de pratique n'ouvre pas une voie de promotion à des symboles d'aliénation, finalement, à une vérité révélée ou divine? Merci. Qui souhaite? Et après, tu répondras. Oui, merci pour cette intervention très intéressante. Moi, j'avais une question en fait sur la société actuelle également, où on voit que les filles ont des meilleurs résultats scolaires jusqu'au bac, et ensuite dans la vie active, elles sont toujours freinées avec les systèmes de plafond de verre, etc. Donc, comment remédier à cette situation? Merci. Tu réponds? Je vais commencer par cela. Ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça prouve que la laïcité est une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante pour l'égalité. Alors, il est certain, ça c'est un fait, effectivement, que les résultats scolaires des filles sont meilleurs et qu'après, tant par l'orientation, parce que, alors, il y avait Yvette Roudy, par exemple, Yvette Roudy, qui était franc-maçonne, à part d'être qui était aussi ministre des droits de la femme, ça s'appelait, avait essayé, justement, en essayant de favoriser l'accession des filles à des filières réputées masculines. Ça n'a eu, il faut bien le dire, qu'un succès complètement mitigé, et actuellement, c'est toujours un vrai problème. Plus on monte à l'école, les performances sont parfaites. Alors, ça évolue quand même. Il y a quand même des progrès, mais c'est très, très lent. Alors, j'ai pas bien compris. Alors, j'ai bien compris la question sur le voile, etc. Mais au début, tu as dit, est-ce que la laïcité, je croyais que ça allait suivre, est-ce que la laïcité n'est pas instrumentalisée actuellement pour être coercitive et empêcher, etc. Puis après, j'ai cru comprendre qu'au contraire, tu disais, est-ce qu'au nom de la laïcité, on doit tout permettre et par conséquent considérer que le voile serait quelque chose soit d'anodin, soit voire même une émancipation? Très bien. Et c'est justement là encore, ce sont les limites de la laïcité. Effectivement, la laïcité, et d'ailleurs la Constitution, les textes disent que, d'abord, on ne parle pas de liberté de religion, on parle d'abord de liberté de conscience. Ça, c'est très important. Hein. On nous dit toujours, il y a la liberté de religion. Non, il y a la liberté de conscience. Et dans cette liberté de conscience, ça inclut la liberté de croire ou de ne pas croire. Et il faut dire d'ailleurs que la Constitution de 1789, elle disait exactement « Personne ne doit être inquiété pour ses opinions, même les religieuses ». Donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie qui est que la religion fait partie de la liberté de conscience. Bon.
Deuxièmement, on affirme effectivement qu'on a le droit effectivement de manifester sa religion dès lors qu'elle ne trouble pas l'ordre public. C'est au nom de l'ordre public que les lois, par exemple sur le voile intégral, et non pas au nom de la laïcité, que les lois sur le voile intégral se justifient. Mais la laïcité n'a jamais dit qu'on pouvait faire n'importe quoi, qu'on pouvait manifester sa religion et que la religion pouvait intervenir, que la foi pouvait intervenir dans la loi. La laïcité, c'est justement le fait que la ligne rouge, c'est on a le droit d'avoir une foi, mais on n'a pas le droit d'adapter la loi à cette générale à cette loi. Alors ensuite, si vous voulez savoir ce que je pense, du voile, je pense que ce n'est ni un foulard, ni quelque chose d'insignifiant, et encore moins une libération comme des campagnes du Conseil de l'Europe voudraient nous le faire croire, mais c'est absolument l'étendard, le stigmate primaire et absolu de plusieurs ségrégations imposées par les théocraties islamistes. Hein, voilà ce que j'en pense.